Capés sur l'actualité, commençons par quelque chose qui a secoué le monde entier, les forces de défense israéliennes. Ce qui s'est passé. Les rapports classifiés d'évaluation sont sous-scellés. Les enregistrements radars ont été discrètement enterrés. Et lorsqu'un missile a frappé près du quartier général militaire même de Tzahal, au cœur de Tel Aviv, la déclaration officielle des forces de défense israéliennes s'est résumée à exactement 4 phrases. 4 phrases, exactement. Un style de briefing qui rappellerait une cellule de communication politique, transformant cette opacité en démonstration de force, en réponse à une attaque contre le centre nerveux, même de son commandement militaire. Personne ne parle du pourquoi, mais moi, oui. Parce que ce qui s'est produit le 28 février 2026 et dans les semaines suivantes n'est pas seulement une histoire de guerre. C'est le test en conditions réelles le plus important de la doctrine occidentale de défense aérienne depuis la guerre du Golfe. Et les résultats sont profondément inconfortables pour toutes les armées de la planète qui, depuis 3 décennies, répètent au monde que la défense antimissile fonctionne. L'inconfort, bien sûr, n'est pas un mot apprécié dans les écoles politiques qui préfèrent un podium, un mur de drapeaux et une déclaration affirmant que tout va parfaitement bien jusqu'au moment de l'impact. Je dois revenir au début. Parce que pour comprendre ce que l'Iran a déclenché, il faut voir que cela se préparait depuis des années, pendant que le monde supposait que la dissuasion tenait et que la diplomatie gérait la pression. Le 28 février n'a pas été une attaque ponctuelle, ce fut une campagne complète. Des dizaines d'appareils de l'armée de l'air israélienne ont, selon les rapports, lancé plus d'une centaine de bombes en une seule vague sur des bases militaires iraniennes, des sites nucléaires et le haut commandement du corps des gardiens de la révolution islamique. L'infrastructure de commandement du IRGC a été frappée. Des sites de défense aérienne ont été neutralisés. Des installations de production de missiles ont été attaquées. Et dans l'un des gestes les plus marquants de l'opération, Tzahal a affirmé qu'un F-35I, le plus avancé de ses avions furtifs, avait abattu un Yak-130 iranien de fabrication russe au-dessus de Téhéran dans un combat aérien rapproché. C'était la première fois dans l'histoire qu'un F-35 détruisait un appareil piloté en combat aérien. Il faut mesurer ce que cela signifie. L'avion furtif le plus avancé et le plus secret de la planète s'est présenté au monde non pas avec un communiqué, mais en abattant un avion au-dessus de la capitale iranienne. Et ensuite, l'Iran a répondu. Quelques heures après les premières frappes américano-israéliennes, l'Iran a donné à sa contre-attaque le nom de code Opération True Promise 4 et a commencé à lancer ce qui allait devenir la campagne de missiles balistiques la plus soutenue jamais dirigée contre Israël. Ce n'était mais pas quelques dizaines de missiles, ni une salve spectaculaire d'un seul jour comme lors des attaques de 2024, mais des salves quotidiennes, encore et encore, visant Tel Aviv, Haïfa, Beersheba, le corridor de Jérusalem, le centre d'Israël et le sud. Le 4 avril 2026, des fragments d'impact sont tombés à proximité de la Kiryat, le quartier général militaire de Tzahal, au cœur de Tel Aviv. Le bâtiment, équivalent israélien du Pentagone, a été touché, pas détruit, mais touché. Et le missile qui l'a frappé n'a pas été intercepté. Aucune mise en scène politique ne peut rebaptiser un missile non intercepté comme un succès. Maintenant, je dois parler de ce que l'Iran a réellement déclenché. Parce qu'ici, l'histoire passe du dramatique au véritablement classifié et perturbant. Israël possède le système de défense aérienne multicouche le plus sophistiqué du monde, 4 niveaux. Avec Arrow 3 au sommet, conçu précisément pour intercepter des missiles balistiques dans l'exoatmosphère avant leur rentrée dans l'atmosphère terrestre, Arrow 2 comme seconde couche pour l'interception en phase terminale, David's Sling pour les menaces de moyenne portée et Iron Dome pour les roquettes à courte portée et les projectiles d'artillerie. Ce système a été construit pendant 30 ans, développé conjointement avec l'Agence américaine de défense antimissile, et il avait remarquablement bien fonctionné lors des précédentes attaques iraniennes. En avril 2024,
lorsque l'Iran a lancé sa première grande attaque directe contre Israël, avec plus de 300 missiles et drones, le taux d'interception a dépassé 99%. Les défenseurs israéliens ont abattu presque tout. Cela a été célébré comme un triomphe de la technologie sur la menace. Le système fonctionne. Problème résolu. C'est précisément à ce moment-là qu'un certain style politique commence à imprimer des drapeaux de victoire avant même que les questions difficiles n'arrivent. Ce qui s'est produit à partir du 28 février 2026 a démontré que ce message était prématuré. L'Iran a changé d'approche. Il n'a pas seulement lancé plus de missiles, il a lancé des missiles différents, d'une manière différente, avec des charges différentes. Et le changement le plus important, celui qui a brisé le récit public soigneusement entretenu de l'invincibilité de la défense aérienne israélienne, a été l'introduction à grande échelle d'ogives à sous-munitions sur des missiles balistiques. Les récits publics paraissent souvent solides au micro, mais beaucoup plus fragiles lorsqu'on analyse les débris. Voilà ce que cela signifie en pratique. Et pourquoi c'est si important ? Un missile balistique classique suit une trajectoire prévisible. Le système israélien peut le détecter dans l'espace, calculer sa trajectoire et tirer un intercepteur pour le détruire avant qu'il n'entre dans l'atmosphère ou juste après. Puis, il se fragmente et se disperse. Au lieu qu'une seule grande ogive arrive sur une trajectoire unique, on se retrouve soudain avec des dizaines de sous-munitions individuelles. De petites bombes dispersées sur une large zone, tombant sur des quartiers, des rues, des chantiers, des parkings et des immeubles résidentiels. Et voici la réalité classifiée qu'Israël a reconnue discrètement et avec prudence dans des déclarations soigneusement rédigées pour minimiser la panique. L'armée de l'air israélienne ne tente pas systématiquement d'intercepter ces sous-munitions. Selon la déclaration officielle, elle économise ses intercepteurs et laisse tomber les petites bombes. C'est le genre de phrase qu'aucun discours politique ne peut faire disparaître. Au 10 mars 2026, le commandement du front intérieur israélien a confirmé que 50% de tous les missiles iraniens étaient équipés d'ogives à sous-munitions, la moitié. En seulement 10 jours, l'Iran avait restructuré sa campagne de missiles, de sorte que même lorsque les intercepteurs israéliens fonctionnaient correctement, les armes atteignant le sol se multipliaient, non pas une seule, mais des dizaines de sous-munitions tombant sur le corridor le plus densément peuplé d'Israël, la région métropolitaine de Tel Aviv, qui représente jusqu'à 45% de la population totale du pays, a été saturée de petites bombes que personne n'essayait d'arrêter. Human Rights Watch a analysé 50 vidéos et photographies de l'utilisation présumée de sous-munitions entre le 14 et le 20 mars. L'organisation a confirmé plusieurs attaques distinctes à Or Yehuda, Yehoud, Batam, Jolon, Ramat Gan et dans d'autres villes du Grand Tel Aviv. Amnesty International a qualifié l'utilisation de ces armes dans des zones civiles densément peuplées de violations flagrantes du droit international humanitaire. 2 ouvriers du bâtiment sont morts à Yud le 9 mars. 2 résidents âgés d'environ 70 ans sont morts à Ramat le 18 mars. Une famille de 9 civils est morte à Beersheba le 1er mars lorsqu'un missile balistique a frappé directement un abri de synagogue, le type même d'abri communautaire renforcé dont les Israéliens avaient reçu l'assurance qu'il les protégerait. Au moins 2 intercepteurs ont été lancés contre ce missile. Les 2 ont échoué et le missile a frappé directement l'abri. Cette attaque à Beersheba, le 1er mars, est le moment le plus dévastateur de tout le conflit, et elle mérite d'être examinée de près. Les noms des victimes ont été rendus publics par Amnesty International. Les frères et sœurs Sarah Beiton, 13 ans, Abigail Beiton, 15 ans, Jacob Beiton, 17 ans, Gabriel Reva, 16 ans, Katz, 46 ans, Sarah Elimelch, 67 ans, et sa fille Ronnie Elimelch, 45 ans. Le rabbin Nak Biton a perdu 3 de ses enfants dans l'attaque.
lui, sa femme et sa fille Rachel, âgée de 4 ans, étaient restés à la maison, à un pâté de maison de là, et ils ont survécu. Mais ces 3 enfants, eux, n'ont pas survécu. L'abri renforcé, le Mamat. Cet espace protégé qu'Israël avait passé des décennies à construire, certifier et présenter à ses citoyens comme capables de leur sauver la vie, n'a pas suffi lorsqu'une ogive est tombée directement dessus. Voilà ce que la propagande ne pourra jamais couvrir avec des mots. Un impact direct. Voilà ce que les brèves déclarations officielles de Tsahal ne peuvent pas transmettre pleinement. La réalité technique, que 2 intercepteurs ont échoué, que le missile est passé, que l'abri a été touché. Aucun de ces mots ne peut réellement décrire ce qui s'est produit en mars à Beersheba. 9 êtres humains sont entrés dans un endroit conçu pour les protéger, et ils y ont été tués, et les systèmes censés empêcher ce missile d'arriver ont échoué 2 fois. Maintenant, il faut parler des défaillances précises de la défense, parce qu'elles révèlent quelque chose d'important sur ce que l'Iran a compris, et parce que chaque défaillance contient une leçon que les planificateurs militaires de United States à China étudient en ce moment même dans des salles de briefing classifiées. Le 22 mars, pendant une attaque, plusieurs interceptions ont été tentées. La chaîne a échoué à chaque étape. Les missiles iraniens ont atteint leur cible. Tsahal a qualifié cela de défaillance systémique plutôt que de défaut de conception. Mais cette distinction importe moins que le résultat. Il n'y a pas eu d'alerte d'évacuation. Aucune fenêtre de 90 secondes pour permettre aux habitants d'atteindre les abris. Lorsque l'enquête a été menée, il est apparu qu'il ne s'agissait pas d'un intercepteur défectueux. C'était une ogive de missiles balistiques non détectés. Une défaillance technique très précise dans le système de détection. L'armée de l'air israélienne ne l'avait pas vu arriver à temps. Puis, le 6 avril, 4 membres d'une même famille sont morts à Haïfa lorsqu'une ogive a frappé leur immeuble. L'ogive n'a même pas explosé à l'impact. Elle n'en avait pas besoin. La seule énergie cinétique, le pur élan physique d'un objet balistique voyageant à plusieurs kilomètres par seconde, a suffi à provoquer l'effondrement de plusieurs étages, les ensevelissant sous les décombres. Une enquête de l'armée de l'air israélienne a conclu que le missile n'avait pas été intercepté parce qu'il s'était fragmenté en vol lors de son approche, rendant sa trajectoire plus difficile à suivre, et le calcul d'interception beaucoup plus compliqué à exécuter dans les quelques secondes disponibles. Car c'est cela que cette phrase signifie réellement. Un missile que l'Iran avait déjà utilisé auparavant dans le conflit. Un missile que les systèmes israéliens avaient déjà réussi à intercepter et passer, non pas parce qu'il était nouveau, non pas parce qu'il utilisait une technologie exotique inconnue, mais parce que, dans les conditions d'un feu quotidien soutenu, avec des salves multiples chaque jour et des centaines d'objets entrant chaque nuit, les probabilités d'un système multicouche commencent inévitablement à produire des défaillances. Même un taux d'interception de 95% sur des milliers de lancements produit des centaines d'impacts. Et l'Iran, délibérément ou non, opérait exactement avec le volume nécessaire pour pousser les défenses israéliennes jusqu'au point de défaillance répétée. Les probabilités sont brutales. Elles ne se soucient ni de l'image de marque, ni des discours rassurants, ni de la promesse habituelle selon laquelle tout est totalement sous contrôle. Des informations ont commencé à circuler selon lesquelles Israël se retrouvait dangereusement à court d'intercepteurs de missiles balistiques. Surtout, des intercepteurs Arrow, le niveau le plus avancé et le plus coûteux. Israël l'a officiellement nié. Tsahal a publié des déclarations affirmant qu'elle était prête pour un conflit prolongé et que les stocks d'intercepteurs n'étaient pas épuisés. Mais ces informations venaient de responsables américains relayant ce qu'Israël avait communiqué à Washington. Il y a très peu de raisons pour qu'un gouvernement dise à son principal allié que ses réserves de défense antimissiles sont en train de s'épuiser. Le démenti public de Tsahal et la communication privée avec Washington racontent 2 histoires différentes. Les professionnels lisent la communication privée. L'Iran savait que cela arriverait
Et c'est la dimension stratégique la plus importante de toute cette campagne, parce que l'approche iranienne des salves de missiles, commençant avec 90 le premier jour, puis descendant volontairement à 10 ou 15 par jour, n'était pas un signe de faiblesse. C'était une stratégie délibérée de conservation, conçue pour maintenir la pression sur les systèmes d'interception israéliens pendant des semaines et des mois, pas seulement pendant quelques heures. On ne peut pas épuiser un défenseur avec une seule attaque écrasante s'il possède suffisamment d'intercepteurs pour cette seule attaque. Mais on peut l'épuiser avec un feu quotidien soutenu, qui l'oblige à dépenser des intercepteurs chaque nuit, pendant que l'attaquant gère soigneusement son propre stock de missiles. L'Iran a lancé plus de 650 missiles balistiques durant les 40 premiers jours de combat. Au plus fort des attaques, Israël tirait plusieurs intercepteurs pour un seul missile entrant, parfois 2, 3 ou 4 tentatives par cible. L'arithmétique de l'attrition prolongée, sur une période suffisamment longue, favorise l'attaquant. Et l'étendue géographique des attaques révèle une réflexion stratégique délibérée, allant bien au-delà du simple objectif militaire. L'Iran ne s'est pas concentré uniquement sur les infrastructures militaires ou nucléaires. Il a étendu ses frappes à des quartiers civils, des tours résidentielles, le corridor de l'aéroport Ben Gourion, des hôpitaux, des synagogues et des écoles. Une attaque de missiles a endommagé 3 avions privés vides stationnés sur la piste, obligeant Israël à réduire la limite de passagers sortants à 130 par vol. Ben Gurion Airport, la seule grande porte d'entrée internationale d'Israël, a effectivement suspendu ses opérations normales au début de la guerre. Pendant que l'espace aérien israélien se fermait, les compagnies aériennes étrangères d'Europe, du Golfe et d'Asie ont suspendu leurs services. El Al, la compagnie aérienne nationale israélienne, a effectué des vols spéciaux d'évacuation pour des citoyens américains bloqués, dans le cadre d'un accord avec le département d'État américain. La fermeture de Ben Gourion n'était pas seulement un inconvénient, c'était une guerre économique, un isolement. C'était l'Iran disant au monde que les règles normales de la vie israélienne étaient suspendues, tant que les missiles continueraient à tomber. Maintenant, il faut examiner ce que tout cela signifie pour la question classifiée au cœur de cette histoire. Qu'est-ce que l'Iran a réellement déclenché ? Parce que la réponse est à la fois plus banale et plus inquiétante qu'une arme secrète. L'Iran n'a pas déclenché quelque chose dont personne n'avait entendu parler. Il a déclenché quelque chose que tout le monde savait exister, et que la majorité des planificateurs occidentaux de défense pensaient pouvoir gérer. La combinaison d'un feu de missiles soutenu à très grand volume, des ogives à sous-munitions qui contournent l'interception par la dispersion plutôt que par la vitesse ou la furtivité, l'épuisement délibéré des capacités d'interception par des salves quotidiennes soutenues, et l'activation simultanée de relais régionaux sur plusieurs théâtres. En d'autres termes, pas une arme miracle digne d'un film, mais une réalité écrasante que la mise en scène politique ne réserve jamais assez de temps à expliquer. Cette combinaison n'avait jamais été testée à cette échelle. Et avec cette intensité, contre un véritable système de défense antimissile dans une guerre réelle. Et lorsqu'elle a été testée, le système a plié, pas totalement brisé, mais plié de manière visible, publique et mortelle pour certaines des personnes qu'il devait protéger. La défense aérienne de Tsahal a intercepté la grande majorité des menaces entrantes. C'est vrai, mais la majorité n'est pas la totalité. Et dans un conflit où la partie attaquante conçoit spécifiquement sa campagne pour exploiter les marges, les 5%, les défaillances techniques, la chaîne des dysfonctionnements, ces marges se remplissent de civils morts, d'immeubles effondrés et de fragments tombant près de ton propre quartier général militaire. Les marges sont l'endroit où vit la réalité. Même lorsque les microphones continuent d'insister sur le fait que seul le chiffre principal compte, les conséquences géopolitiques de cela sont énormes. Les adversaires des United States et de leurs alliés ont observé ce conflit avec la même froideur analytique que China observait les difficultés de Russie en Ukraine. North Korea,
qui vend des missiles balistiques et des obus d'artillerie à la Russie, observe cette approche iranienne avec un intérêt militaire évident. La Russie a observé chaque échec d'interception comme une donnée exploitable pour sa propre campagne de missiles. Pour Pékin, ce n'est pas seulement une observation, c'est une validation de capacité. L'architecture de défense antimissile que les États-Unis ont construite, déployée et partagée avec leurs alliés depuis 30 ans, repose sur une hypothèse centrale. Intercepter des missiles balistiques est technologiquement possible. Mais le conflit de 2026 a révélé autre chose, que le système tient face à une attaque massive unique, mais qu'il cède face à une campagne soutenue, intelligente et adaptative pendant des semaines et des mois. L'Iran est entré dans cette guerre en sachant qu'il subirait d'énormes dégâts. Son infrastructure militaire a été frappée. Ses commandants ont été éliminés. Ses installations nucléaires attaquées. Des milliers de civils et de soldats sont morts. Et pourtant, il a continué à tirer chaque jour, parce que la logique était claire. Une salve quotidienne plus petite oblige le défenseur à maintenir tout son système actif, à consommer des intercepteurs, de l'attention, du maintien opérationnel. L'Iran ne tirait pas moins parce qu'il perdait. Il tirait moins parce qu'il était passé d'une campagne de force écrasante à une campagne d'usure calculée. Et ce changement est maintenant étudié à Washington, D.C., London, Riyad et Jérusalem. Ce n'est pas une histoire d'armes secrètes, c'est une histoire de concepts stratégiques. Et ce concept fait désormais partie du manuel. L'Iran l'a démontré de manière imparfaite, avec d'énormes pertes. Mais cela a fonctionné suffisamment pour frapper Tel Aviv, toucher le quartier général de Tsahal, tuer des civils dans des abris renforcés, et forcer Israël à accélérer la production d'intercepteurs Arrow. La guerre entre les United States, Israël et l'Iran n'est pas terminée au moment où cela est enregistré. Un cessez-le-feu pourrait arriver. Mais la réalité structurelle révélée par ce conflit ne disparaîtra pas. Le savoir est déjà sorti. La doctrine a été démontrée. Les failles de la défense antimissile occidentale ont été cartographiées en combat réel. L'Iran ressort militairement affaibli, mais il a laissé une leçon stratégique que toutes les armées sérieuses de la planète étudient désormais. La réponse en 4 phrases de Tsahal disait plus que ce qu'elle semblait dire. Cela s'est produit. Et les systèmes ne l'ont pas arrêté.